Tutoriel consacré à l'apprentissage du langage de programmation V. Pourquoi V? V, c'est un langage d'abord qui se veut simple, rapide et compilé. C'est un langage qui est à la fois haut et bas niveau. Il reprend un peu les concepts qui existaient déjà en Go, avec la gestion des erreurs, la concurrence et tout ce qui est channel et routine. C'est un langage aussi qui a une puissance qui est aussi puissant que C, aussi simple que du Python. Ça allie tous ces langages, tous les concepts existants déjà dans les autres langages pour faire quelque chose de parfait. Mais pour l'instant, c'est un projet qui est embryonnaire. Ça a son stade de développement. C'est un langage qui est assez jeune. Il est développé en 2019. Et déjà, nous sommes à la version 0.3, qui est en bêta même. Donc déjà, les concepts centraux du langage. On dit que V, c'est un langage qui est simple pour construire des logiciels maintenables. Il est axé sur la sécurité, avec la vérification des liaisons, des variables indéfinies. Il n'y a pas de variables indéfinies. On a l'immutabilité des variables par défaut et des structures, c'est-à-dire que toutes les variables, une fois déclarées, si vous ne mettez pas le mot-clé mute devant, la variable ne peut pas être modifiée. Donc les variables sont comme des constantes par défaut. Ensuite, on a les options et les results qui est une manière de gérer les erreurs en V. On a aussi les somme types, par exemple, ça c'est plus pour faire du polymorphisme. Et les génériques que nous allons voir tout au long du tutoriel. On n'a pas de valeur nulle, mais on peut les utiliser en déclarant un code qui est unsafe, qui n'est pas sécurisé, avec une syntaxe particulière. On n'a pas de comportement indéfini par défaut. Et on n'a pas de variable globale, mais tout de même, on peut les utiliser en mettant un flag kernel si on veut développer des trucs comme des pilotes. Donc, comme je disais, Go, c'est un langage qui est assez rapide et qui gère assez bien l'interopérabilité avec du code C. C'est-à-dire que vous pouvez transformer du code C en code V. Vous pouvez le transpiler en code V. Par exemple, si on a une bibliothèque qui existe en C et qui n'existe pas en V, on peut prendre cette bibliothèque-là en C et la transformer en bibliothèque pour V. Et ça, c'est au niveau de la performance, c'est aussi un langage aussi rapide que du C. Donc, maintenant, c'est un langage qui est petit et rapide à compiler. C'est-à-dire que le temps de compilation il dépasse largement celui de Go. Et il gère la mémoire de manière assez révolutionnaire. Nous n'allons pas aborder ce concept-là dans cette vidéo, on va le voir plus tard. Il y a 4 mécanismes pour gérer la mémoire, le reference counting, l'autofree et ce qui s'apprend à du garbage collector. Donc vous n'avez pas à vous soucier de tout ce qui est allocation mémoire, vider la mémoire. Vous écrivez votre code comme en Python, en Go, et la mémoire est libérée automatiquement. Comme je parlais, il y a le C translation qui permet de traduire du code C en code V. Et l'exemple le plus marquant, c'est le jeu Doom. Ils ont pris le code jeu Doom, ils l'ont traduit en V et ils l'ont compilé. On a des fonctionnalités intéressantes sur le langage telles que le root code reloading, c'est-à-dire que le rechargement chaud, lorsqu'on fait une modification dans le code, notre modification est apportée instantanément et on n'a pas besoin de tout recompiler. On a une bibliothèque pour faire des choses graphiques de haut niveau qui permet de gérer la 3D, le mouvement des caméras, et ça c'est pour les développeurs du jeu. Et l'animation 3D, on a aussi une bibliothèque pour faire des interfaces graphiques. Et notamment, on a un client natif pour, je crois que c'est en bas, un client natif pour Volt, un client natif pour Slack, Skype, Matrix et Telegram, ainsi de suite. Donc vous avez un logiciel qui permet de gérer toutes vos plateformes de chat sur une seule interface. En remontant là, on a aussi la cross-compilation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du code, vous voulez compiler votre code et pour qu'il marche directement sur Linux tout en étant le compilant sur Windows, c'est possible avec V, comme on le fait déjà avec Go aussi. On a, il peut être exécuté partout. Votre code peut être exécuté partout et l'un des trucs intéressants avec le langage, c'est que ce qu'on dit, tout ce qu'on fait en programmation, on peut le faire avec V, aussi du bas niveau que du haut niveau. Donc moi j'ai découvert le langage l'année passée, lorsque je vérifie un peu les articles sur Developers là.
Si vous voulez un peu voir l'histoire du langage et tout ce qui va avec, vous pouvez faire un tour sur cet article de développeurs sur le V. Donc déjà pour l'installer, vous récupérez l'archive pour Windows dépendamment de votre système d'exploitation. Moi je l'ai déjà récupéré. Une fois que vous l'avez l'archive, vous l'avez téléchargé, vous dézippez et vous le mettez dans n'importe quel dossier. Moi je l'ai mis dans mon répertoire, mon disque local C. Ensuite vous copiez le chemin d'accès et vous venez l'inscrire dans vos variables d'environnement pour pouvoir l'utiliser partout. Là, je l'ai déjà mis, vous mettez dans PAF. Comme ça, vous pouvez utiliser maintenant V pour compiler tous vos logiciels et vos projets. CMD déjà. Il voulait partir sur du PyCharm, mais bon, je vais le refermer ça. Je vais utiliser un IDE, je vais utiliser Visual Studio Code puisque c'est ce que la plupart des gens utilisent. Donc, vous pouvez exécuter V en RPL, c'est-à-dire en ligne de commande. Comme je disais, déclarer les variables, c'est un langage qui est assez simple et on peut faire de grandes choses avec. Là, j'ai déclaré une variable égale à 12. Donc, là, je vais démarrer Visual Studio Code pour pouvoir commencer à travailler avec le langage. Je ferme d'abord ça, ça peut être très utile pour le moment. Je sais pas pourquoi l'ordinateur rame comme ça, mais bon. Donc, en attendant que ça installe, on va faire le tour sur la documentation qui est en anglais. Pendant tout ce tutoriel, on va suivre la documentation pour explorer les concepts du langage. Donc, on dit que V, c'est un langage qui est le typage statique, compilé, designé pour faire des logiciels maintenables. C'est similaire à Go et c'est designé et influencé par Oberon, Rust, Swift, Kotlin et Python. V est vraiment simple. On va apprendre la documentation on peut faire le tour de la documentation en un week-end, c'est-à-dire 2 jours. Là, déjà on dit, vous pouvez créer votre projet avec VInit si vous êtes déjà dans un dossier, mais si vous voulez créer dans un dossier spécifique, vous mettez vnew AB, le nom du projet. Donc, le classique et le Word. La fonction, tout le code démarre dans la fonction principale main comme on le fait avec C et tous les autres langages. Donc, ça, mon Visual Studio Code démarre encore. Je sais pas pourquoi c'est long là. Bon, un nouveau dossier. Là, je vais ouvrir dans le nouveau dossier. Ok. Je vais le mettre sur le bureau là. J'ai appelé VLang. J'ouvre mon dossier. En attendant, on dit tout le code démarre dans un fichier principal main et la fonction principale le main. On a le mot-clé fn pour déclarer les fonctions comme host et la fonction pour afficher du texte à l'écran print et word. On dit on peut sauvegarder cet extrait et on l'appeler v et faire v run lov. Maintenant on dit félicitations, vous avez exécuté votre premier programme V. Oh ouais. Forcément, on va pas tout lire là. On a le module OS qui permet de faire des choses sur le système d'exploitation. OSAG qui permet de récupérer des arguments lorsqu'on exécute peut-être. Ça, c'est pour les logiciels qu'on écrit pour la CMD. Donc, Visual Studio Code a démarré.
s'active. Je sais pas pourquoi l'ordinateur rame autant aujourd'hui. Là, les commentaires, on le fait comme en Python. Non, comme en C. Deux barres, deux slash. Ou un slash étoile et on referme. Les fonctions sont déclarées avec le mot-clé fn, la fonction principale. Là, on explique un peu, et un aspect aussi important du langage, c'est que les types de données sont après la variable, c'est pas commencé. C'est un truc qu'on retrouve en Go notamment. Le type de variable vient après le nom de la variable. Comme je l'ai dit, c'est fortement inspiré de Go. Donc maintenant, pour initialiser le projet Go, le projet V, pardon, V init. Là, je peux fermer les variables d'environnement parce que j'en ai plus besoin. Ouais, ça m'a créé un répertoire src avec une fonction main v dedans, avec un hello world. Là, on a tout ce qui est projet pour Git. Et on a V module. Tout le code en V est structuré en module. C'est l'équivalent des paquets en Java ou dans les autres langages. On peut mettre une description du projet, la version, la licence. C'est un peu comme, je sais plus comment on appelle ça, paquet JSON avec Node.js pour ceux qui ont déjà fait du Node. Donc tout le code est structuré en module. Là, on dit que c'est le module principal main. On a une fonction fn main. C'est là que le code va, là, le point d'entrée de notre code, et on fait un hello world. Moi, si je vais exécuter ça, je fais un v run. Ah, je sais pas, j'ai forcément un souci avec mon CPU pour que ça rame comme ça. Donc là, il nous a mis le hello world. Donc maintenant, si je veux compiler ça, je fais v point. Ça va me compiler tous les fichiers qui sont dans mon répertoire courant. Là, j'ai l'exécutable qui prend le nom de mon dossier. Si je veux l'exécuter, je fais juste vlang. Voilà, c'est juste vlang. J'ai mon hello world. Donc, comme je l'ai dit en V, toutes les variables sont immutables par défaut. Il y a la déclaration des variables et à la session. Nom de la variable, le type. Pas de point virgule, comme on l'a peut-être en C. Pas de point virgule. Et maintenant, c'est là que je vais afficher le type de ma variable. Je prends print ln a type of a. Et je réexécute. Non, c'est un clear que je vais cls. Je vais fermer cette partie du... Ouais. v.run. Là, on me donne un avertissement que je dois plutôt utiliser name, mais ça me renvoie que c'est un int. Donc, et un des aspects intéressants du langage, c'est que vous pouvez... là, j'ai mis une commande qui va me permettre d'exécuter tout mon fichier à chaque fois que je vais apporter une modification et l'enregistrer. Donc, là, ça me retourne encore que c'est un int. On me dit si je veux plus avoir ce warning là, je dois prendre plutôt le nom de la variable. Là, ça me retourne que c'est un int. Bon, là, c'est clair. Comme je l'ai dit, le langage, toutes les variables sont immutables par défaut. Par exemple, si je veux maintenant réaffecter une deuxième valeur à cette variable A là, ça va planter. On dit A is immutable, declare it mute to take it mutable. Donc, on ne peut pas modifier, les variables sont un peu comme des constantes par défaut. Pour le faire, là, on appuie d'erreur. Maintenant, on me donne un avertissement que la variable A est inutilisée, comme le warning qu'on le fait en... Ce warning là, je l'ai tout le temps en Go.
println les types de la variable. Maintenant, on va parler des types de données classiques en V. Là, j'ai des entiers 32, des entiers 64. Ensuite, j'ai des floats. J'ai des floats de 32, je crois. Des floats 64. Et j'ai aussi des entiers signés. Les entiers signés 32, U32, U64. Et les tableaux. Les tableaux, en gros, ils sont où là array, le type. Bon, on va commencer avec les strings, c'est-à-dire les chaînes de caractères. Chaîne de caractères, c'est string comme dans les autres langages. Et un autre aspect important du langage, c'est que les types sont aussi inférés, je n'ai pas besoin de préciser. La variable prend la valeur du type qui lui est attribué. Donc, mais si je voulais plus spécifier ça de manière formelle, par exemple, là, j'ai F64, mais je veux lui passer, je veux qu'il soit égal à 0. Je passe ça comme si je passais un paramètre à une fonction. Alors, toujours le même warning. Là, maintenant, ça va me... Si j'affiche le type, ça va être de type type of. Ça me met bien F64. Donc maintenant, revenons à ce que je voulais dire par rapport aux chaînes de caractères. Chaîne de caractères, pour initialiser une variable, pour déclarer une variable, on met toujours le 2 points avant les égales. Je mets peut-être là ma variable, on va dire Bob, comme dans le tutoriel, println a Bob. Et également, ils sont immutables par défaut. Ensuite, on a il y a des méthodes déjà sur ces types-là. On a une méthode len pour avoir la taille, on paramètre un peu, en fait. Len pour avoir la taille de notre chaîne. Ensuite, là, on descend. Là, si on veut récupérer la chaîne brute, on met le caractère R dedans pour dire how. On a les runes qui sont vraiment utilisées. Moi, je vais sauter ça, je vais partir au plus intéressant, là, les tableaux, ou les arrays. Les arrays, on les déclare généralement, là, je vais agrandir, les arrays. Pour déclarer un tableau en V, j'ai pu utiliser l'inférence, là, ça c'est pour déclarer un slice, je précise la taille. Mais sinon, je veux juste mettre des valeurs comme ça. 14. Ensuite, j'affiche alors, si je veux ajouter une valeur à mon tableau, ça c'est une syntaxe particulière, là je ne l'avais pas vu dans les autres langages, mais avant d'ajouter une valeur, il faut bien évidemment que tu la déclares mutable, parce que sinon ça ne se pourra pas. Toutes les variables sont considérées comme des constantes. En gros, si je vais peut-être ajouter un 1 là, ouais. Et rien affiché. Ouais. Maintenant, si je veux parcourir mon tableau, on peut le faire comme on le fait déjà for i in r. Ah, et j'ai affiché mon i. C'est une syntaxe comme en Go, on n'a pas besoin des parenthèses pour les if et les for. On va faire ça progressivement. Maintenant, on peut préciser. Maintenant, si on veut que le typage soit un peu plus formel, par exemple, là, je vais mettre, ça c'est pour déclarer un slice. Les slices, ce sont des tableaux qui peuvent, en tout cas, tous les tableaux sont des slices, d'après ce que j'ai compris.
Je déclare une capacité par défaut. Déclarer une capacité, c'est pour éviter de réallouer tout l'espace mémoire à chaque fois, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est ça recrée tout un tableau et s'ajoute une valeur. Et si on a déjà mis une capacité, ça veut dire que ça va occuper un nombre de cases mémoire fixe et on va juste insérer la donnée dans l'espace réservé. Donc ça, c'est pour plus la gestion de performance. Donc on met parenthèse, un int, la taille, la capacité maximale. Voilà. Et maintenant, si on veut initialiser avec des valeurs par défaut, init là, je mets des zéros partout. Et maintenant, je vais afficher mon tableau. Alors, on a notre tableau par défaut. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire encore de joli sur les tableaux là? Ouais, on a les trucs qu'on appelle les slices. Comme je l'ai dit, je crois que la syntaxe là, si je veux récupérer une partie du tableau, je récupère le premier. Donc pour que ça soit plus visible, il faut que je déclare mes données. 1, 2, 3, 4, 5. Comme en Python, si on veut récupérer une partie du tableau, en Python, je crois que c'est cette syntaxe là, la partie de là, on va récupérer jusqu'à la fin. En V, c'est ça. Non, ma syntaxe, j'ai ces 3 points. Ok. Inspecting. Inspecting error. Pourtant, je pense que c'était ça. Ah non, c'est juste que j'ai utilisé le mauvais nom de variable, c'est A. C'est AR et j'ai mis A simplement. Donc, si j'exécute mon code là, je veux entre le premier et le deuxième élément, c'est-à-dire juste le deuxième élément. C'est une syntaxe qui facilite grandement les choses. Et on peut faire aussi des choses là sur les arrays, je crois que c'est map. On a une fonction map sur tous les tableaux comme on fait avec it. C'est un paramètre qui va prendre tous les éléments du tableau. Peut-être si on veut, la fonction map prend chaque élément dans le tableau et modifie la valeur et attribue une nouvelle valeur. Par exemple, si je veux multiplier tous mes éléments du tableau par 3, map. Oh, c'est array. Ouais, et pour afficher le résultat là, array. Error. Je vois pas forcément. En tout cas, je vais le faire avec ce qu'on appelle une fonction anonyme. Donc je dis que là, je vais retourner le résultat, je prends chaque élément et je multiplie par 2. Fn. Et ça doit retourner le type de la donnée de la fonction que je n'ai pas vu en fait. Mais pourquoi ça? Ah ouais, je dois réattribuer ce résultat là à ma variable. Maintenant le résultat est effectué. La modification a été effectuée avec succès. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris array, moi j'ai pris la méthode native map qui prend chaque élément du tableau, effectue une méthode sur ça et retourne un petit peu en retour. Donc j'ai fait fn qui est une fonction anonyme a qui prend la valeur de chaque élément du tableau qui sont des entiers, il va retourner des entiers. Je prends chaque élément là, je le multiplie par 2 et en fait j'ai affiché le résultat. On a aussi un filter pour réduire la taille du tableau, vérifier si chaque élément contient une valeur particulière. Par exemple, je peux modifier juste niveau là de filter. Je veux garder juste les nombres qui sont divisibles par 2. Les nombres qui sont divisibles par 2, ouais. Return. Non. C'est une comparaison en fait. Return
Attends, je me rappelle plus comment on fait ça. Filter. Ah ouais, ça retourne un booléen. Un booléen pour chaque élément du tableau. Bool, que c'est un type que j'ai oublié aussi de préciser. On va le faire progressivement. Donc ça prend. Ah. Je vais vérifier si le résultat sont divisés par 0. Donc tous les nombres qui sont pairs là, c'est 2 et 4 dans mon ensemble. Donc ce sont des méthodes qui sont assez utiles pour faire des filtres et tout ça. On a aussi une méthode pour trier les éléments dans un tableau qui est native. A sort de A. Non, si je mets juste ces variables, même si ces variables ne sont pas définies, elles vont être utilisées. Je vais trier du plus grand au plus petit. Et affecter le résultat à ma variable. AR. Soit return zero value. Alors, donc ça modifie directement les éléments. Ok. Ça va trier du plus grand au plus petit. Là, je peux inverser le résultat. Il n'y a pas de problème si les variables n'ont pas été définies. C'est géré en interne par le langage. Variable A et B. Pour faire des tris. Donc, maintenant, nous allons voir les structures. Donc, pour déclarer une structure de données, struct, struct A. On met maintenant différents champs. Peut-être que si je veux un utilisateur, un âge, qui est un entier, pas besoin de virgule ou quoi que ce soit. Il a un âge, il a un nom qui est un string. Maintenant, si je vais déclarer un truc, un user là, utiliser ce syntaxe, mais par défaut, toutes les variables, il n'y a rien dedans. Mettre juste un user vide là. Ah, les variables int et int vide. Maintenant, si je vais modifier les valeurs, j'affecte juste l'âge égal à 12. Non, c'est AR et le name égal à user 1. Name. Oh, comme je l'ai dit, même les champs sont immutables par défaut. Pour qu'ils soient mutables, on ajoute cette syntaxe là juste avant que les champs qui vont être mutables par défaut. Donc là maintenant ça marche. Il y a un autre type de données. Là on a des maps. On a des maps qui vont dire, je vais directement utiliser dans la structure là. Donc pour ne pas oublier, je mets d'abord. On a vu les trucs là tout de suite. On va voir tout ça en profondeur dans le prochain tutoriel. Là c'est juste un tour rapide des types de données qu'on a dans le langage. Donc là maintenant j'ai les maps. Map là. Ça prend la clé, les types de la clé et les types de la valeur. Int. Je vais l'appeler number. Number. Si je veux mettre 1 equal 0 equal 1. Là j'ai oublié le V. Et l'afficher à la fin. Et ça, j'ai encore commis une erreur. Il faut mettre le mute devant lorsqu'on va modifier les valeurs d'une variable. On pouvait le faire directement là, si je ne me trompe pas. On pouvait le faire. On peut le faire aussi directement dans la déclaration. En mettant la clé et la valeur. Non, explicit. Do not support parameter. Apparemment, il ne supporte pas de paramètres à l'initialisation. On va voir ça dans le tuto. Dans la documentation, map. Les maps.
Pour déclarer les maps directement comme ça, il ne faut pas spécifier que c'est tu. Il faut pas spécifier le type de la clé, le type du paramètre, on met directement comme ça. C'est un truc qui me dérange beaucoup avec ces langages-là. Donc map, je ne précise plus. L'histoire, il y a un. La virgule là, c'est obligatoire pour les maps. 2. Et je vais afficher ma variable number. Donc merci de m'avoir suivi pendant ce tutoriel. Dans les prochains tutoriels, nous allons explorer les structures en profondeur, les fonctions et les structures alternatives. On va voir le match, le pattern matching, les conditions, les boucles, les fonctions et les structures en profondeur et les méthodes qu'on peut déclarer sur des structures.